Un peu partout, les mêmes paysages, des forêts détruites, des lacs et rivières asséchés, des champs grillés. Le manque d'eau et les fortes chaleurs bouleversent les paysages du monde entier, de l'Inde à la Californie, de la France à la Chine. La sécheresse remettait l'eau au cœur de la géopolitique et de l'économie mondiale. C'est notre grand angle. Avec vous, Jean-Pascal Van Ypersele, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de climatologie à l'Université catholique de Louvain en Belgique et ancien vice-président du GIEC. Est-ce que, première chose, question qu'on se pose tous, est-ce que 2022, c'est une année hors norme qu'on vit ? J'ai un petit peu l'impression, je parle subjectivement comme climatologue, vraiment c'est une année au cours de laquelle on se rend compte que la réalité dépasse les projections des modèles sur un certain nombre de points et que donc les événements extrêmes se multiplient encore plus nettement que ce qui était annoncé. Et donc j'espère que ça va être une année de prise de conscience réelle que nous devons absolument protéger le climat pour les générations non seulement futures mais actuelles aussi. Et aussi s'adapter à ces changements, à ces événements extrêmes qui ont de plus en plus de conséquences. Alors, sans eau, pas de vie. Vous parlez des conséquences. Quelles sont-elles à moyen terme sur la biodiversité et sur l'alimentation, par exemple ? Alors, qui dit sécheresse et aussi parfois pluie très violente, dit effet sur l'agriculture. Ce sont des rendements agricoles qui diminuent, parfois très fortement dans certaines régions. Regardez tout ce qui se passe maintenant dans le sud de l'Europe, mais aussi l'est de l'Afrique, une partie de l'Amérique du Nord. Il y a toute une série de régions où les rendements agricoles diminuent fortement à cause des extrêmes climatiques. Donc, la diminution des ressources en eau, le fait qu'elles deviennent plus variables, commence à avoir des conséquences très concrètes pour l'alimentation mondiale et pour la santé mondiale aussi. Alors, puisqu'on parle de santé, la pluie serait contaminée par des substances toxiques et donc impropres à la consommation partout dans le monde. C'est une récente étude suédoise qui le dit. La pluie n'est finalement pas une bonne nouvelle, c'est le paradoxe ? Oui, enfin en même temps, il vaut mieux avoir de l'eau légèrement polluée que pas d'eau du tout dans bien des régions. Mais c'est vrai que les problèmes sont multiples et qu'il serait grand temps que l'humanité prenne la mesure de tous les changements à mener dans l'économie mondiale, la manière dont nous utilisons les ressources, dont nous partageons aussi les ressources pour garder la Terre habitable. C'est la seule planète du système solaire qui est habitable et il faut absolument la maintenir en bon état. Alors la technologie peut-elle aider à ralentir les effets du changement climatique ? Question qu'on va se poser. On part en Bretagne, une région française réputée pour sa pluie. Il y a plu presque 10 fois moins que l'an dernier. Parmi les solutions envisagées, dessaler de l'eau de mer. Le reportage TV5 Monde de Dina Soyer. C'est un petit bout de terre entouré d'eau. L'île de Groix fait pour autant les frais de la sécheresse au même titre que le continent. Ici, la population triple en été et les pluies se raréfient. L'eau dans les barrages est au plus bas. L'île a été placée en crise sécheresse, le plus haut niveau d'alerte. Pour cette époque de l'année, on est sur des niveaux vraiment très très bas, ce qui nous a inquiétés dès le printemps. On voit bien les cailloux qui sont affleurants. En urgence, la municipalité a décidé d'installer une unité de dessalement. Pompage en cours et bien voyant. La structure peut fournir jusqu'à 500 mètres cubes d'eau désalinisée par jour, l'équivalent de la consommation quotidienne de 1500 foyers. Une pompe flottante achemine l'eau jusqu'en haut du barrage. Elle est ensuite soumise à une forte pression dans ses containers qui séparent l'eau du sel. Une saumure fortement concentrée est alors rejetée dans la mer. À long terme, ce procédé pourrait appauvrir en oxygène les zones maritimes et menacer la reproduction des espèces. Cette unité de dessalement est installée à titre provisoire. Nous ne pensons pas que ce soit la solution pour l'île, dans le sens où effectivement, cette solution peut avoir un impact sur le milieu naturel. Elle est aussi très consommatrice d'énergie et on préfère orienter nos réflexions vers d'autres méthodes, notamment pour essayer de limiter la consommation des usagers. Conscients de l'urgence, certains insulaires ont déjà choisi de changer leur habitude. Marie-Noël applique des petits gestes au quotidien. On garde maintenant notre eau de lavage des mains, par exemple, dans notre évier de cuisine. Au lieu de laisser couler l'eau et puis que ça parte, comme ça, tout bêtement, c'est de l'eau gâchée. Là, maintenant, on a mis une bassine, on a mis une petite bassine et on récupère cette eau-là. Et donc, ça sert à, justement, soit arroser les plantes, voire même
quand on va aux toilettes, quand il n'y a pas besoin de tonnes d'eau pour évacuer, et ben ça sert aussi maintenant dans les toilettes. C'est un bien précieux. Si le soleil fait encore le bonheur des vacanciers, à Groix, les habitants espèrent dès l'automne que la pluie reprendra ses droits. La pluie, tout le monde l'attend. Elle est arrivée un petit peu en Europe, dans certaines régions cette semaine. La question qui se pose avec ce système de dessalement, c'est est-ce que la technologie peut aider à ralentir les effets du changement climatique ? Oui, mais uniquement dans une certaine mesure, parce que vous le voyez derrière moi, la température mondiale est bien en train de monter depuis clairement une bonne cinquantaine d'années. Et donc, à un moment donné, même avec la technologie, l'adaptation deviendra extrêmement difficile, extrêmement coûteuse, si nous ne réussissons pas à maîtriser ce réchauffement. Mais bien sûr, la technologie est utile et il faut en utiliser tous les aspects positifs, sans non plus être naïf en pensant que la technologie va résoudre tous les problèmes. Il faut aussi revoir assez fondamentalement la manière dont notre économie fonctionne, la manière dont nous consommons, dont nous produisons et dont nous partageons les ressources dans le monde. Alors justement, certains pays travaillent à faire la pluie et le beau temps. La Chine vient de déclencher la première alerte nationale à la sécheresse, la première de son histoire. Alors elle tente de faire tomber la pluie en tirant dans les nuages des tiges d'iodure d'argent. La technique a été baptisée ensemencement de nuages. Alors on va voir si c'est aussi poétique que le laisse entendre le nom. Est-ce que c'est une solution selon vous pour éviter les phénomènes climatiques extrêmes ? Alors, la Chine essaye, et certains autres pays aussi, essayent ces techniques depuis longtemps et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de démonstration tout à fait convaincante que c'était efficace. Parce que, évidemment, parfois, après qu'on ait qu'on ait injecté de l'iodure d'argent dans le ciel, il pleut. Mais ça ne prouve pas qu'il n'aurait pas plu si on n'avait pas injecté cette iodure d'argent. Donc, l'effectivité, l'efficacité de ces techniques est tout de même liée à un gros point d'interrogation. La Chine y croit puisqu'elle a lancé un programme de modification météorologique sur 56% de son immense territoire. Est-ce que ça pourrait changer en fait l'intégralité du système météorologique dans la région et donc impacter les voisins ? Autrement dit, est-ce qu'on joue aux apprentis sorciers ? Non, non, de cette manière-là, non, parce que si ça marche, hein, et bon, on peut l'espérer que ça marche, si ça marchait, ça ne ferait jamais tomber que de la vapeur d'eau présente au-dessus du territoire chinois et ça aurait finalement assez peu d'importance dans le reste du monde et dans les régions avoisinantes. Mais encore une fois, le scepticisme est grand à propos de l'efficacité de ce genre de technique. En tout cas, il inquiète puisque l'Inde voisine de la Chine dénonce une militarisation du temps. Est-ce que c'est une formule qui vous paraît adéquate ? Évidemment, il y a un risque. Hein, le risque zéro n'existe pas, donc il y a un risque que l'on perturbe de cette manière-là certaines masses d'eau. Je pense que le risque des changements climatiques eux-mêmes est bien plus important que le risque de ce type-là de modification. Maintenant, il y a d'autres modifications auxquelles certains pensent, à beaucoup plus grande échelle, qui consistent à injecter des particules dans la haute atmosphère, dans l'ensemble du globe, et cela, ce serait beaucoup plus dangereux, et ça aurait des conséquences à l'échelle internationale qui pourraient se révéler très, très graves. Mais on ne parle pas de cela dans le cas de la Chine. Et justement, ça pose la question, est-ce qu'il y aura des guerres de l'eau ? Près de la moitié de l'humanité fait face au manque ponctuel ou chronique. On voit que les zones de confrontation pour l'accès à l'eau se multiplient. En Éthiopie, le barrage du Nil a engendré une crise régionale. L'Inde et Pakistan se disputent pour l'Indus. Alors, des guerres de l'eau, c'est un scénario auquel vous croyez ? Alors, je ne suis pas analyste en géopolitique, mais je crains qu'effectivement, les tensions qui deviennent de plus en plus fortes à cause des changements climatiques, tensions qui sont aggravées en tout cas par les changements climatiques, dans bien des régions du monde, eh bien, facilitent les guerres de l'eau, ou en tout cas des tensions géopolitiques très vives autour de la disponibilité de l'eau. Oui, je pense que c'est malheureusement une possibilité. Alors, on l'a appris cette semaine, c'est la sécheresse qui aurait entraîné la chute de la dernière grande capitale Maya, révélation d'une étude internationale transdisciplinaire. Cet article a été publié le 19 juillet dans la revue Nature. Est-ce que vous constatez déjà un lien entre dérèglement climatique et conflits sociaux ?
Mais regardez ce qui se passe maintenant dans le monde. Bien sûr, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a des conséquences pour les ressources alimentaires, notamment pour les céréales. Mais les sécheresses qui se multiplient ont aussi des conséquences. La baisse des rendements, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, autour de toute une série de biens agricoles très importants, mais contribue à une augmentation des prix de ces biens et à un moment donné risque, tout comme l'augmentation des prix d'énergie, de provoquer des tensions sociales. Donc oui, je crois qu'on peut dire que les changements climatiques risquent de contribuer à aggraver des tensions sociales, de créer parfois des conflits sociaux dans certaines régions. Il faut être attentif à ce point-là, oui. Et puis l'eau est aussi, on conclura là-dessus, l'eau est aussi une liquidité boursière. L'or bleu vaudra bientôt plus cher que l'or noir ? Alors, je ne sais pas si on va arriver à ce niveau-là, mais c'est vrai que parfois on peut s'étonner du fait que le pétrole, les combustibles fossiles, qui ne sont pas du tout renouvelables, sont si peu chers quelque part, si on prend un peu de recul par rapport à une ressource aussi renouvelable que l'eau. Mais l'eau en bouteille aujourd'hui est déjà beaucoup plus chère que le pétrole. Donc oui, les prix sont évidemment un des indicateurs des tensions sur les ressources, y compris sur l'eau. En 2010, l'ONU avait qualifié l'accès à l'eau de droit universel. Est-ce que vous diriez que c'était un vœu pieux ? Je pense qu'en tout cas que c'est un principe à défendre parce que il n'y a pas de vie sans eau et donc défendre le droit à l'accès à l'eau partout et toujours pour tout le monde, en tout cas pour les quantités qui sont de nécessité vitale, pas pour les gaspillages. Je pense que c'est un principe important à défendre. Oui, il faut aller dans cette direction-là. Jean-Pascal Van Yperzeel, professeur de climatologie en Belgique, ancien vice-président du GIEC. Merci d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Merci beaucoup.